Bonjour et bienvenue dans le podcast de Cassé Édition. Aujourd'hui, nous vous présentons le roman de Pavel Hack, Trust, paru en octobre 2025. Pavel Hack est né en Bohême. Exilé en France en 1986, diplômé en philosophie à la Sorbonne, il est l'auteur de plusieurs romans. Après le très remarqué Sniper 2002, il obtient le prix Vepler pour Trans, 2006, édition du Seuil. Publie Warax en 2009 et se voit décerner le prix littéraire des jeunes européens pour Vomito Negro en 2011, édition Verdier. Puis, il publie Autobiographie et Trust aux éditions Cassé. Ses livres sont traduits dans plusieurs langues. Trust est un roman à la narration éclatée qui nous plonge dans un monde globalisé en plein bouleversement. De New York à Shanghai, de Londres à Bombay, des Bahamas aux côtes africaines, des confins sibériens au désert mexicain. Trust nous introduit dans les arcanes du pouvoir et les labyrinthes de la finance, dans les coulisses des masses médias et les bas-fonds des mégapoles, en braquant les projecteurs sur extrême richesse et extrême pauvreté, guerre et trafic, spéculation boursière et délire idéologique. Trust raconte l'effarante complexité de notre époque et sa sidérante violence. Les extraits sont lus par Christophe Mileski. American Century. Ciel d'azur, soleil éblouissant, télescopage des massifs rocheux. Propulsé par des moteurs à réaction tournant à plein régime, un jet privé tronçonna l'espace au-dessus d'un vaste enchevêtrement de montagnes aux pentes escarpées. Après un virage sur l'aile, l'appareil mit le cap sur une base militaire située dans une vallée désertique, protégée par des versants abrupts. Une défense aérienne en alerte permanente, dotée de radars de surveillance longue portée, excluait toute approche hostile de cette base ultra-secrète, dont l'existence ne figurait sur aucune image satellite visualisant cette partie du globe. La descente achevée, le jet privé se posa sur une piste d'atterrissage au bout de laquelle, guidé par la tour de contrôle, il disparut dans un tunnel percé dans le flanc du massif montagneux. La construction en béton armé grouillait de soldats en uniforme. Les moteurs du jet éteints, un homme en costume 3 pièces, calé dans un fauteuil roulant, apparut en haut d'un escalier amovible, installé à la porte de l'appareil par une équipe de techniciens. Dès que les roues du fauteuil roulant touchèrent le sol, Roy Kingley se dirigea vers un homme en civil, posté devant un tout-terrain blindé. Les deux hommes échangèrent une poignée de main. Montés à bord du véhicule, ils furent déposés devant un abri anti-atomique dont Ross Norton, muni d'un badge d'accès, fit coulisser la porte d'entrée. Visiblement familier des lieux, Roy Kingley emprunta le couloir menant vers le poste de commandement où, plongés dans la révision de leur dossier, 3 hommes en costume-cravate attendaient sa venue. Les salutations furent rapides, mais chaleureuses. Unis par des intérêts idéologiques communs, les hommes présents au poste de commandement travaillaient ensemble depuis des années, habitués à gérer en équipe soudée n'importe quelle crise. Au cœur du continent noir. Excités par un mélange de drogue rationnée d'une main diabolique par leur chef Ngor Fad, les soldats armés de fusils d'assaut avançaient à pas de charge dans la chaleur de l'Afrique subsaharienne, impatients d'abattre tout être humain qui, pour une raison quelconque, se trouverait sur leur chemin. Les morts gisant dans les dunes de sable, ils ne leur prêtaient aucune attention. Leur instinct de tueurs avides de tuerie ne s'éveillait qu'à la vue d'hommes vivants. Les morts ne pouvaient pas être tués une deuxième fois. Les morts n'offraient aux soldats armés de fusils d'assaut aucune possibilité d'assouvir leur soif de sang. Il arrivait parfois qu'un soldat incapable de supporter plus longtemps l'absence d'hommes à tuer vide son fusil sur un cadavre, mais ces dérapages paroxystiques n'étaient pas très nombreux et ne pouvaient en aucun cas remplacer la vraie tuerie. Vider son fusil sur un cadavre, c'était un terrible aveu de frustration de la part d'un soldat désirant de toute sa force de brute meurtrière employer son arme en vue de sa fonction première, tuer des hommes vivants. « Regardez !» rugit Mutimbu en pointant son fusil sur un endroit du désert. « Il y a des baraquements, des huttes. Faut voir de quoi il s'agit. » Dans les docks de Bombay. Assis à l'arrière d'une Bentley, Ralph Fuller observait d'un œil torve les rues de Bombay. La frénésie orientale n'avait pas d'équivalent.
Bombay, avec ses quelques 21 millions d'habitants, était la ville la plus chaotique du monde. En approche des docks, Ralph Fuller activa son téléphone portable. Le numéro du quai et le nom du cargo s'affichèrent sur l'écran dans un message crypté envoyé par les expéditeurs de la tant attendue livraison de technologies de pointe. Ralph Fuller communiqua le numéro du quai au chauffeur. À l'entrée du port, surveillé par des gardiens lourdement armés, le chauffeur de la Bentley régla les formalités d'usage en hindi, langue incompréhensible pour l'homme occidental. Un bakshish substantiel donné aux gardiens facilita opportunément la fastidieuse procédure. Lorsque la Bentley entrée dans les docks se retrouva bloquée derrière un camion accidenté, Ralph Fuller intima au chauffeur de le rejoindre au quai numéro 13 dès que la circulation se serait normalisée. Lui, il descendrait de la voiture. Effectuer le reste du trajet à pied était possible. Dans la confusion régnante, personne ne remarqua ce discret arrangement. Arrivé sans encombre au quai numéro 13, Ralph Fuller constata que les premiers containers déchargés du cargo signalé atterrissaient sur la rampe. Malgré cette bonne nouvelle, Ralph Fuller savait que rien n'était joué. Les douanes indiennes avaient pu être averties d'une livraison suspecte, les services secrets avaient peut-être été informés d'un trafic illégal. Cette livraison ultra-sensible posait de gros problèmes logistiques. L'opération pouvait échouer à la dernière minute. Quand le chef des dockers indiqua à Ralph Fuller un conteneur déposé à l'écart des autres box métalliques, Ralph Fuller ordonna son ouverture. La marchandise livrée correspondait à la commande d'achat. Une grosse enveloppe fut transmise au chef des dockers. Le braquage de la bijouterie Chang. Les grandes villes de la Chine moderne ne dorment jamais. Au volant d'un camion d'éboueurs bourré de déchets, Zhu, pied au plancher, fonçait en direction d'une décharge en périphérie de Shanghai. Son coéquipier, Wang, appréciait moyennement cette course folle ponctuée de dépassements à risque et de freinages brutaux, mais Zhu, fou furieux, refusait de ralentir, klaxonnant sans arrêt, doublant avec frénésie tous les autres camions d'éboueurs. C'était leur dernier tour avant de rentrer au dépôt. Arrivés à la décharge, ils vidèrent la benne. Des centaines de camions d'éboueurs transportant des ordures ménagères collectées dans tous les quartiers de Shanghai déversaient des milliers de tonnes de déchets destinés à être triés, recyclés ou brûlés dans cette monstrueuse déchetterie dont les incinérateurs gigantesques assuraient la salubrité publique d'une ville de plus de 26 millions d'habitants. Au retour dans le dépôt, Zhu s'écroula sur un banc de vestiaire. Combien avait-il gagné cette semaine ? Wang compta l'argent. À peine 500 yuan. Dans les provinces pauvres de Zhejiang et de Guangxi, lieu de leur naissance, cette somme représenterait beaucoup d'argent. Mais à Shanghai, ville où ils vivaient à présent, ce salaire de misère les condamnait à rentrer chaque soir tout droit dans leur dortoir d'ouvriers, où, dévorés par des punaises et des poux, ils vivotaient tout en bas de l'échelle sociale, ce qui les énervait prodigieusement depuis qu'ils avaient compris qu'ils ne pourraient jamais fréquenter des bars à la mode, s'acheter des vêtements de marque, encore moins draguer de jolies filles. Contraints à économiser chaque sou, à s'habiller comme des ploucs et à baiser des mochetés imbaisables, tandis que les golden boys de la finance sapaient Armani, s'éclataient avec des top modèles super fringués dans des bars chics interdits aux prolos. C'était exaspérant. Zhu et Wang avaient l'impression d'être enfermés à vie dans une prison plus dure qu'une prison de haute sécurité, parce que le travail d'éboueur et le salaire de misère représentaient un pénitencier invisible, d'où ils n'avaient aucune chance de s'évader.